sujet, c'est la parole. Le rapport entre la parole et la politique, et en particulier la politique électorale. Alors, on peut donner un exemple. À qui donne-t-on la parole pendant des élections? On donne la parole dans les élections à des porte-paroles qui sont interviewés ou qui débattent ou qui, dans une atmosphère qui se veut, en tout cas à Saint-Gilles, presque conviviale, même si les critiques sont parfois acerbes, les insinuations assez régulières et à sens unique, on dirait. C'est évident qu'il n'y a qu'un collège échevinal, il n'y a qu'une majorité, il y a donc une partie des gens qui proposent et qui essayent de faire un bilan. Bon, alors ce bilan, c'est clair qu'il n'est pas très approfondi. Ça n'empêche pas, et les critiques non plus, d'ailleurs. Bon, il y a des infos qui circulent et quand on peut leur donner un caractère un petit peu scandaleux, on en profite. Bon, décrire le débat électoral tel qu'il fonctionne, c'est tel qu'il accourt, ce n'est pas très facile. Mais il y a moyen, mais ça prendrait du temps. L'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est justement ça que je vais essayer de préciser, c'est ça qui fait l'enjeu de cette petite communication. L'objectif, c'est est-ce que cette parole, il y a des critères, il y a un cadre, est-ce qu'il y a, je dirais, des techniques ou des méthodes qui en restreignent de manière non démocratique, je dirais, l'utilisation et en tout cas l'usage. Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui devraient pouvoir s'exprimer dans ce contexte-là et à qui on l'interdit d'une manière, évidemment pas de manière directe, mais de manière indirecte. En d'autres termes, si certains remplissent les tâches que les élections les amènent à remplir, parler à des particuliers pour obtenir des parrainages, aller au rendez-vous. Donc, je récapitule, parce que c'est pas simple, c'est un raisonnement compliqué. Donc, est-ce qu'il y a un cadre, est-ce qu'il y a une technique, est-ce qu'il y a une manière d'empêcher des gens qui devraient logiquement pouvoir s'exprimer, de s'exprimer. Alors il est évident que oui, la réponse est oui. C'est possible et c'est le cas. Maintenant, est-ce que c'est organisé? Ça, c'est une autre question. Il y a des débats qui sont organisés, par exemple, par des associations où des gens sont invités. Tout le monde n'est pas invité. Tous les partis ne sont pas invités. Dans certains cas particuliers, on invite tous les partis. Il se fait que, en tout cas, plusieurs petits partis ne sont pas invités. Ce sont les tout petits, bien sûr. Ceux qui ont très peu de membres, ceux qu'on ne connaît pas encore, ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas de gros moyens, qui n'ont pas la possibilité de faire des toutes boîtes, qui n'ont pas des grosses équipes, etc., etc.
Donc on peut se dire que c'est tout à fait légitime. Maintenant, il y a quand même le fait, c'est qu'il y a une parole là qui n'est pas prise. Est-ce que cette parole mérite qu'on s'y arrête? Est-ce que cette parole, le fait de ne pas donner la parole à ces groupes ou à la population, parce qu'en période électorale, la population est complètement exclue aussi de la parole, hein, on a fait des débats, il y a des débats qui sont organisés, il reste 10 minutes, même pas, à la fin de chaque round de 3 heures, au public pour poser des questions. Donc, le public n'a pas forcément la possibilité non plus de s'exprimer. Alors, évidemment, les mandataires les interrogent, leur parlent, leur discutent avec eux, dans la rue, dans les marches, sur les marchés, dans les cafés, etc. Certains, en tout cas. C'est un moment privilégié pour parler aux gens de ce qu'ils pensent de la politique, de ce qu'ils pensent de ce qui se passe autour d'eux, etc. Et bien, certains le font, mais c'est la parole publique qui est déniée, si vous voulez, à la population. Elle n'a pas la possibilité de s'exprimer publiquement. Sauf peut-être à travers des associations qui vont inviter des mandataires pour faire un débat et inviter le public, et en même temps en profiter pour s'exprimer. Maintenant, les associations, elles ont la possibilité aussi de s'exprimer sur des tas de choses, à travers des réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que cette parole-là, qui est quand même un caractère public, est-ce que cette parole-là est comparable à la parole publique de mandataires ou de candidats qui se présentent aux élections? Je dirais qu'il y a un préjugé qui veut que non. Un préjugé qui veut que le mandataire politique est investi d'une sorte de l'élu en général, mais alors le candidat peut-être aussi, par extension. Bon, ça c'est quelque chose qui se discute. L'élu, le candidat est nanti d'une sorte de caractéristique de prestige singulier, je dirais. Bon. Je ne sais pas tellement à quoi ça tient. Je ne dis pas que c'est le cas dans tous les cas. Il y a une sorte d'affectation, etc., qui fait que on lui octroie une certaine écoute. Et encore, formellement, il dispose d'un certain temps de parole et donc il va s'exprimer pendant ce moment. Alors, j'en reviens à la question principale. Est-ce que la parole, est-ce qu'il y a des prises de parole impossibles? Est-ce qu'il y a des thèmes impossibles? Est-ce qu'il y a des gens qui sont interdits de parole? Est-ce qu'il y a des partis qui n'accèdent pas à la parole? Je dirais, bon, de toute façon, il y a effectivement un cadre et un contexte qui fait que il n'est pas facile de créer un parti, de le faire vivre, d'organiser un groupe, pour des tas de raisons. Imaginons un parti qui décide qui voudrait que on instaure des piétonniers partout. Toutes les villes, les grandes villes soient piétonnes. Il faudrait beaucoup de gens qui décident que ça vaut la peine de créer un parti politique qui défende cette optique, qui défende cet objectif, plutôt. Est-ce qu'on y arriverait? C'est pas évident. Il y a plein de groupes, la décroissance, il y a des groupes d'objecteurs de croissance, d'objecteurs d'anti-pup,
il y a des groupes anti-consommateurs, il y a des tas de groupes de toutes sortes, il y a des associations, des collectifs, etc. Mais ces gens, ces groupes ne se mettent pas ensemble pour former un parti et souvent se disent que leur cause n'est pas assez vaste, ne correspond pas, ne comporte pas suffisamment d'éléments que pour en faire un parti politique. Donc un parti politique, par définition, je dirais que c'est une plateforme qui, en principe, défend des revendications qui concernent une multiplicité de secteurs, de domaines d'intérêt, etc. L'économie, l'environnement, le social, etc., etc. Donc c'est déjà une des premières limitations. Ça vaudrait la peine de réfléchir attentivement à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas là un mécanisme? Est-ce que le fait d'essayer d'en savoir un peu plus et d'essayer de défendre une parole autonome concernant un domaine en particulier n'empêche pas de la défendre là où elle pourrait peut-être être le mieux défendue, c'est-à-dire à l'échelon politique démocratique. Donc il y a toute une question à se poser sur cette démocratie. Peut-être, je ne prétends pas, je n'ai pas la conviction, la certitude, la conviction peut-être, mais pas la certitude que, effectivement, les partis qui sont des structures généralistes font en sorte que certaines revendications ne puissent pas faire l'objet servir de thématique à une parole publique de nature politique démocratique. De nature politique parlementaire, je dirais, ou électorale, que ce soit locale ou fédérale. Il y a là, je dirais, est-ce qu'il y a cette parole qui aura un statut particulier et dont on ne pourrait pas se servir pour aborder certaines questions. On ne peut pas, à l'échelon politique électoral, évoquer la nécessité ou l'utilité de transformer des villes en piétonniers. On ne peut pas évoquer non plus la question du partage du travail ou du partage des richesses. Il y a plein de questions qu'on ne peut pas évoquer. Les partis concernant le logement, par exemple, vont tous proposer quelque chose de très similaire. Construire des logements, améliorer les logements existants, réquisitionner les logements, bloquer les loyers. Aucune de ces mesures ne va être prise. Aucune de ces mesures ne va fonctionner. On va construire peut-être quelques logements, une histoire, mais beaucoup moins que tout ce qu'il en faut. Et pendant ce temps, d'autres vont sans doute devenir insalubres. Donc je dirais, on va essayer de développer un petit peu certaines techniques comme les agences immobilières locales, certaines structures comme les agences immobilières locales qui existent, qui est une structure qui a été inventée dans les années 80 pour essayer de faire du logement à bas prix, mais c'est une structure qui n'a jamais permis d'empêcher l'accumulation de sans-abri, la précarité locative et toutes ces choses. Ça a rendu des petits services, sans doute, à des propriétaires qui n'avaient plus les moyens d'aménager leur logement ou de s'occuper de leurs propriétaires, de leurs locataires. Voilà, donc je dirais que c'est pas sûr que ce soit surtout les locataires qui sont avantagés par cette solution, et d'ailleurs en écoutant des locataires discuter, on s'aperçoit que non, qu'ils sont quand même dans une situation assez précaire, malgré tout, dans ce type de logement aussi. Il suffit qu'il y ait une inondation, un problème, pour qu'ils soient dans une situation très 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 particulière, parce que dans ce cadre-là, on ne sait pas très bien qui va faire les travaux, et il y a une surenchère, finalement, qui joue en défaveur du locataire. Bon, c'est tout un point que je souligne.
ce que je veux dire, c'est que ces locataires ne vont pas parler de ces problèmes. Il y a une série de sujets tabous, et là on devine, parce que c'est le pouvoir local qui gère les choses, qu'il contrôle relativement la parole à ce sujet. Le but du pouvoir local, c'est quand même en partie de contrôler la parole. Et que s'attaquer au pouvoir local, il faut le faire avec l'accord de toute une structure qui, elle, ne sera pas facilement mise au carreau et qui ne va pas facilement saisir des arguments complexes qui sont développés pour essayer d'analyser ou de critiquer la politique en cours ou la politique qui a été menée. Donc je veux dire, donc les partis, l'opposition, etc. vont faire des critiques, mais ces critiques ne seront pas souvent des critiques assez pertinentes, assez fondées. Ce seront plutôt des techniques pour essayer de déstabiliser un petit peu. Le but serait, à mon avis, tel que je perçois les choses, de déstabiliser la majorité sans introduire de changement d'idée fondamentale. Les changements sont cosmétiques, sont apparents. Les changements qu'on prétend promouvoir, hein, tout le monde prétend plus ou moins la même chose. Quand on regarde les programmes au fur et à mesure de la campagne, ils se ressemblent de plus en plus, et pas de moins en moins. Ils se réadaptent, ils se reformulent, et ils se ressemblent. Il n'y a pas, je dirais, sur cette question des AIS, il ne va rien y avoir de particulier. Il va y avoir une critique, peut-être, certains vont dire mal gérée. On va invoquer cette question de la gestion où on va dire ça ne fonctionne pas, on n'a pas fait assez de logements en AIS, etc. Alors que la question c'est est-ce qu'on n'en a pas fait trop? Est-ce que finalement on n'en a pas trop fait plutôt? Et en même temps pas assez. Quand il y en avait. Je veux dire, tout ça est très complexe. Il faut analyser tous les problèmes d'après la majorité en place. Ces logements ont permis de donner un toit à quand même quelques sans-abri. Une dizaine peut-être, si j'ai bien compris, en un an, ce qui est pas mal quand même, 10 sans-abri en un an, dans une commune comme Saint-Gilles. Mais, ceci dit, il y en a beaucoup plus évidemment, et la plupart n'ont pas trouvé de logement. Il y en a encore des centaines qui passent d'une home, une maison d'accueil à une autre, ou qui dorment dans la rue. Donc, quel est exactement, est-ce que c'est bien? C'est quelque chose, ce n'est pas rien, mais quelle est la situation de ces gens qui sont logés dans ces AIS? Est-ce qu'ils en retirent une certaine satisfaction? Je crois qu'avoir un toit, c'est quand même remarquable, mais tout un peu dépend finalement du cadre, des propriétaires, des gens autour, etc., etc. Il faut du temps, en tout cas. Dans n'importe quel logement, se sentir un peu chez soi. Et ça, c'est clair que c'est aussi un problème qui se pose aux gens qui déménagent, c'est qu'ils débarquent dans un nouveau quartier, eh bien, ils sont parfois un peu vus, un peu comme des étrangers, comme des réfugiés, comme des gens suspects qui auront des comptes à rendre, je dirais. Bon, donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le gros problème, c'est qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. De quoi peut-on parler et de quoi ne peut-on pas parler. Là, j'avance qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler. Il y a un parti, par exemple, qui propose de construire des centaines de logements en trouvant de l'argent. Eh bien, cela peut poser un énorme problème. Parce que vous allez là exiger tout d'un coup que l'appareil d'État dispose de gros moyens, ou que la commune. Donc c'est une exigence assez importante. Trouver de l'argent, c'est toujours très compliqué. La seule manière d'en trouver,
c'est effectivement de faire un certain type d'opérations financières, immobilières, etc., etc. Ça devient technique. Il s'agirait de savoir si, alors comment l'utiliser à ce moment-là, c'est à acheter des immeubles, à agrandir le parc immobilier de la régie foncière, par exemple à Saint-Gilles. Ce sont des choses possibles. Mais dire tout d'un coup il faut autant d'argent, que l'État se subsidie des dépenses publiques, etc., ça c'est parler un peu dans l'abstrait. Parce qu'on sait bien que l'État ne va pas faire ce genre de choses, à moins qu'il y ait vraiment un changement de cap, que les États-Unis incitent tous les États de son, plus ou moins de son sphère d'influence à faire des dépenses publiques. Pourquoi le ferait-il? Ils l'ont fait un petit peu sous Obama, et puis tout ça a été finalement proprement battu en brèche par le président suivant, par Trump. Donc je veux dire, on se situe dans une perspective où il faudrait avoir carrément renversé le pouvoir pour accéder à quelque chose. Et donc, quelque chose d'abstrait, je dirais quelque pas d'irréaliste, parce qu'il y a plein de choses irréalistes. Hein. Il ne s'agit pas pour ce parti de dire tout va bien, on va faire des petites choses, on va faire ceci, on va faire ça, de parler de choses possibles. Il s'agit de parler tout de suite de choses impossibles. Bon, il s'agit d'une attitude qui va nuire à la crédibilité de ce parti, peut-être, et qui va l'empêcher de gagner les élections parce que son programme ne sera pas pris au sérieux. Ce qui, vu les dépenses effectuées, etc., est quand même assez décevant pour les militants qui s'engagent et qui essayent de mettre le paquet. Et qui ne vont pas comprendre. Parce qu'on va leur dire, vous voyez, les gens c'est comme ça, la société c'est comme ça, on a été trahi par un tel, et on va exciter leur ressentiment, on va en faire des malheureux, alors que ce sont des gens souvent très sympathiques. Donc, voilà le problème. Ça, c'est un des problèmes. Mais ces gens-là, par contre, malgré ce programme impossible, vont avoir droit à la parole. Vont avoir droit à la parole parce que ce programme n'est pas du tout imprononçable. Je veux dire, ils peuvent parler de construire des logements sociaux, de construire des écoles, c'est quelque chose de tout à fait... D'abord, ça suppose des dépenses, ce qui est toujours très apprécié par certains. On fait plaisir. Les écoles, une manière de mettre la société, les choses en ordre, et la jeunesse, de soumettre finalement des gens, c'est aussi apprécié par les milieux conservateurs. Des crèches permettre aux femmes de travailler, ça va dans le sens de l'idéologie du travail, de l'égalité telle que conçue par les syndicats aux ordres, etc. Il ne s'agit pas de dire, voilà, non, on pourrait très bien imaginer que les gens vont, les couples, les ménages, vont tous les deux travailler à mi-temps, et on va trouver un système dans la société pour qu'ils travaillent à tour de rôle, ou qui gardent des enfants de quelqu'un, qui gardent le leur quand ils travaillent tous les deux. Voilà, donc on peut imaginer des tas de techniques, des tas de méthodes, hein, mais de ça on ne pourra pas parler, par exemple. Faire cette proposition-là en matière de garde d'enfants, etc., on peut essayer, peut-être qu'il y a moyen, peut-être qu'on a tort de ne pas essayer, de ne pas tenter de le faire, de ne pas tenter de le proposer, de le présenter. Mais je me dis, est-ce que j'ai quand même l'impression, comme il n'y a personne qui propose ce genre de choses, que c'est difficile. Il faut se risquer à le faire. Ce n'est pas que ce ne soit pas crédible. C'est pas comme disposer de fonds importants.
c'est que il y a une sorte de refus d'envisager ce genre de solution. Ce n'est pas crédible sur le plan des stratégies économiques qui visent à maximiser la rentabilité de la force de travail. Donc à faire que tout le monde, que le plus de gens travaillent le plus possible. Ou à faire en sorte que de faire travailler le plus possible les gens qui travaillent en stigmatisant des gens qui ne travaillent pas. Mais à partir du moment où, évidemment, il n'y a plus de gens qui ne travaillent pas parce que tout le monde travaille à mi-temps, il n'y a plus moyen de stigmatiser ceux qui travaillent, et ça pose un énorme problème d'autorité, de tas de choses. Le problème qui serait résolu si ces gens étaient autonomes, mais ça on ne veut pas non plus. Parce que le système est basé sur l'exploitation du travail, sur la captation de la plus-value de cette exploitation, et qu'on ne peut pas imaginer que des gens travaillent sans chef, sans patron, etc. Il y a de tas de gens qui le souhaitent, qui essayent, et qui ont du mal à construire ce genre de société égalitaire, où les rapports de travail sont des rapports égalitaires. Donc, est-ce que là, il y a une parole qui ne peut pas fonctionner? En tout cas, elle est difficile à faire fonctionner. Très difficile à faire fonctionner une parole qui est presque, au fait, aussi illusoire, aussi abstraite, quelque part aussi impossible que la parole qui consiste à dire qu'il faudrait faire de grosses dépenses publiques. En tout cas pour l'instant. De grosses dépenses publiques, on l'a déjà fait. Par contre, l'autonomie du travail, ça, on ne l'a pas encore fait. Il y a eu des cas, par exemple, en Argentine, après la révolution de 2002, il y a eu des centaines d'entreprises qui ont été, si vous voulez, occupées, les entreprises occupées, on appelle ça comme ça, et les travailleurs ont là, de manière horizontale, géré ces entreprises, pris les décisions collectivement, etc. Avec plus ou moins de bonheur, parce que c'est pas facile. Et c'est clair que c'est pas facile, et quand on a déjà un travail qui est dur, s'acharner et se confronter à ces mécanismes, à ces processus difficiles et délicats de prise de décision collective, ce n'est pas simple. Donc, je crois qu'effectivement, après tous ces raisonnements, le gros problème est moins l'interdiction de la parole que la crédibilité du débat et finalement dans le but de rendre crédible la démocratie et les institutions démocratiques. Mais j'exclus pas la possibilité quand même que certaines paroles soient... en tout cas, l'effet est là. Il y a des paroles qui ont du mal à surgir, à exister. Voilà. Je ne pense pas qu'il y a tellement de plus de choses à dire. Il y a certainement beaucoup de choses à dire. Disons qu'il y a une parole qui a du mal à exister parce qu'elle aborde des thèmes ou des questions qui ne correspondent pas à des modes de fonctionnement existants. C'est toujours plus facile de parler de l'existant, de dire de l'existant on va faire ça, alors qu'on ne change rien fondamentalement, que de dire on va changer d'existant, de mode de fonctionnement. Enlever les voitures, c'est facile. Mais trouver le moyen de circuler et de faire tout ce qu'on doit faire alors qu'on n'a pas de voiture sous la main, c'est une autre paire de manches. Cette question du piétonnier est une question complexe. Ou alors on change beaucoup plus globalement le mode de vie, on diminue le travail, on crée des ascenseurs à vélo, plutôt des
des escalators à vélo pour les pentes, on fait des pistes couvertes, on fait des tas de choses pour permettre la mobilité douce. Mais plus il y a de choses à faire, plus évidemment il est difficile de proposer un schéma, un plan, d'être crédible dans des prises de parole qui durent très peu de temps finalement, qui durent quelques minutes, même si elles durent un quart d'heure. Dans le cas de parti politique, en un quart d'heure, vous devez aborder 5 ou 10 sujets. Il est impossible d'aborder en profondeur un sujet comme celui-là. Et c'est un peu ça la limite, peut-être une limite impartie à la parole liée au mode de fonctionnement de la parole politique dans le cadre électoral, à la généralité des questions, qui font plutôt penser, les débats, les interviews font plus penser à des quiz, où il faut répondre du tac au tac, des trucs, des chiffres, des données, des arguments qui vont être passés pour des arguments probants et pétaradants, alors qu'en fait il s'agit de données brutes qu'on va présenter d'une manière ou d'une autre et qu'on aura la chance ou pas d'avoir en tête au bon moment. Rien à voir avec un plan complexe. Donc voilà, donc il y a plusieurs éléments. Il y a certainement le problème du pouvoir qui tient à monopoliser une certaine parole, à contrôler la parole, à éviter que certains thèmes soient abordés, que certaines questions soient posées, ou qui répond à des questions dans un cadre où elles ne vont pas. Il est certain que la plupart des gens qui ont la parole aiment bien parler, veulent parler, souhaitent parler, même si c'est pour dire toujours la même chose et pour ne rien dire, et que donc il est difficile de leur prendre la parole, pour dire les choses simplement. Il y a une sorte sans doute oui, ils se connaissent, ils connaissent leurs idiosyncrasies, ils savent que l'un va défendre la petite propriété privée, l'autre va défendre plus le logement social, le troisième va plutôt dire qu'il faut des arbres, etc., qu'il faut plus de logements aussi, que ce soit social ou autre, etc. Le quatrième va dire qu'il n'y a pas d'argent pour le logement et que les gens n'ont qu'à travailler. Le cinquième va dire, etc. Chacun a sa manière de parler, de dire les choses. Mais ce sont toutes des manières de parler, je dirais, dont on a l'habitude, qui sont cautionnées par un groupe de gens qui croient, qui adhèrent plus ou moins à cette parole, ce qui en fait, ce qui leur donne la possibilité d'exister. Ce qui n'est pas, pas le cas d'une parole qui est peu habituelle et donc qui met beaucoup de temps à convaincre et à faire des émules, je dirais, ou des adeptes. Je n'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu ça. La question se pose alors évidemment, comment faire quand on a une parole comme ça à faire valoir, à faire exister, pour sortir du bois, pour exister, sans se braquer, se mettre tout le monde à dos parce que ça ne marche pas comme on pense, parce qu'on n'a pas l'occasion de s'exprimer en public comme on le voudrait, parce qu'on ne représente pas encore un groupe vraiment assez consistant, ou parce qu'on représente un groupe consistant mais qui a plein de problèmes, qu'on critique pour des tas de raisons. Il y a certainement aussi une parole quand même relativement interdite. On ne peut pas être communiste. Le dire dans un cadre électoral, c'est quelque chose qui n'est pas toléré. C'est impossible. Vous êtes communiste, c'est toujours taxé de manière très négative. Même dans des pays où il y a des partis communistes, où il y a des élus communistes, ce sont des élus communistes, mais le débat ne porte pas sur... Ils n'ont pas des programmes communistes, je veux dire. Ce ne sont pas des programmes communistes, ce sont des programmes... peut-être plus favorable, plus égalitaire, un petit peu plus, et encore, pas sur tous les plans. Donc ce serait intéressant de faire bien la distinguo, de bien voir les caractéristiques. Mais en tout cas,
ces partis ne peuvent pas dire je suis communiste et il faudrait que les communistes puissent s'exprimer. Je dirais les libéraux eux-mêmes vont affirmer que leurs valeurs tiennent la route et sont importantes. Les communistes vont peut-être l'affirmer aussi, dans cette mesure, vont essayer de trouver une manière d'affirmer la même chose. Oui. Mais évidemment, ils n'auront pas le soutien des médias, des journaux, etc., etc. Donc ils vont devoir le faire d'une autre manière. Et il sera beaucoup plus aisé de leur dire quoi, vous êtes communiste, mais vous vous rendez compte, etc., etc. Il n'arrive à personne de dire quoi, mais vous êtes libéral, mais vous vous rendez compte, etc., etc., etc. C'est pas la même chose. Pourtant, il y a autant de critiques à faire aux uns qu'aux autres. C'est pas plus. C'est sans doute ça la différence. C'est que plus un système est exécrable, plus finalement il se vend bien. Enfin bon, je dis ça, c'est pas forcément vrai non plus. C'est une affirmation plus délicate quand même. Mais il est certain que la terreur a toujours été un instrument effectif, très efficace pour imposer un ordre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va reprocher évidemment à l'adversaire, c'est d'utiliser ce moyen. Et c'est ce qu'on va essayer de nier en ce qui nous concerne. Je parle ici là d'une société, d'une parole politique à l'échelon d'une société. Pour en revenir à l'idée que dans les sociétés qui fonctionnent, qui a un mode de fonctionnement libéral, évidemment, dire le communisme, c'est très compliqué. On pourrait imaginer un communisme libéral, où vous avez des entreprises, d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Lénine au début après la Révolution, en créant la NEP. Donc c'est permettre aux petites entreprises d'exister, etc. On peut même permettre à des grandes d'exister, il suffirait de réguler les choses comme il faut, et d'imposer une certaine démocratie du travail, donner au travail, finalement, aux travailleurs, aux membres des sociétés, un poids, comme donner aux locataires un poids en créant des conseils de location, de codes de locataires, etc. Et un pouvoir décisionnel. Des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus En l'occurrence, c'est vrai, en apparence, il y a quelques débats qui ont été organisés à Saint-Gilles, et dans tous ces débats, évidemment, l'extrême droite n'a pas été invitée. Elle a eu du mal à se présenter, elle s'est présentée en dernière limite, elle a fait passer sa liste in extremis, elle a fait tout un programme, toute une propagande in extremis, elle va sans doute quand même récolter des voix parce que elle tape dans des convictions et dans des tas de gens qui réfléchissent et qui pensent de cette façon et qui vont trouver là un appui, un renforcement de leur point de vue. Des gens qui dans ce point de vue existent alors que les points de vue des radicaux de gauche n'existent pas sur le plan. Les gens qui professent ces points de vue n'ont pas de statut social. Ce sont des chômeurs, ce sont des travailleurs licenciés, ce sont même pas. Ce sont des gens qui n'ont souvent ou des marginaux ou des anarchistes, des gens qui sont révoltés par les injustices, par la gabegie, par des tas de choses. Alors évidemment, pourquoi tous ces problèmes extraordinaires, il n'y a pas moyen en politique de les résoudre et même de les aborder, en tout cas dans des moments comme les élections? Ça, c'est une question importante, parce que les scientifiques parlent de certaines choses, des tas de collectifs parlent, des tas d'activistes parlent de certaines choses, et puis bizarrement, en période électorale, c'est le genre de sujet tabou. Difficile, la gabegie, le gaspillage extraordinaire de la consommation. Pourquoi ne peut-on pas en parler? C'est une des questions que je me pose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, la société a besoin de vendre, d'acheter, et que si tout d'un coup tout ça s'écroule, il n'y a plus rien de possible. Donc, je veux dire,
par contre, le petit groupe qui va dire il faut laisser le petit commerçant faire ceci, faire ce qu'il veut, parquer sa voiture, vendre, acheter, ça c'est des trucs qui marchent. Des trucs qui marchent. Évidemment. Évidemment. Donc, voilà, comment faire exister une parole difficile, une parole rare, une parole qui propose des buts, des défis. Et je pense à ce parti qui s'appelle Défi et qui est loin de proposer une parole de ce type, qui propose des défis mais qui sont aussi peu audacieux que possible, ou complètement aberrant. Là, on est dans un autre type de folie, mais cette folie-là, par contre, la parole politique en est friande, et elle a encore un bel avenir. Voilà pour ce petit exposé sur la parole politique. Je vais m'arrêter là. Avec beaucoup de questions et évidemment pas énormément de solutions.